Nous sommes avec Serge Tisseron. Bonjour. Bonjour. Psychiatre, pédopsychiatre aussi, évidemment, auteur de votre dernier livre où là, vous parlez des enfants qui doivent s'habituer aux écrans et à regarder en fait ces images. Oui, la famille face aux écrans. La famille face aux écrans. Oui. Alors là, la famille est directement. Nous serons aussi dans un instant avec Christophe Prudhomme, un médecin urgentiste dans le 93. Venons-en justement directement aux familles et aux enfants confrontés une nouvelle fois à ces images de terreur. Les enfants qui en voient habituellement en fait des guerres, mais là c'est à proximité, ça nous touche encore plus directement. Oui, ça touche d'autant plus les enfants que ça bouleverse leurs parents, et donc du coup certains enfants sont confrontés à une double dose d'angoisse, celle qu'ils ont eux-mêmes face à des informations qu'ils maîtrisent encore moins que nous, et puis la manière dont ils doivent aussi gérer l'angoisse de leurs parents. Alors vous savez, il y a eu beaucoup d'études sur le stress, l'effroi depuis une quinzaine d'années, et on sait aujourd'hui que quand on peut faire quelque chose, c'est une très bonne manière de surmonter les difficultés et d'éviter de sombrer dans une dépression. Et donc l'être humain dispose à sa disposition un moyen formidable de faire quelque chose, même quand il ne voit pas quoi faire, c'est de parler. Donc il est très important de prendre du temps pour parler, et c'est important à partir de 8-9 ans qu'un enfant ne soit pas forcément tenu à l'écart du journal télévisé, mais si c'est le choix des parents, il vaut mieux qu'ils regardent les informations en dehors du moment du repas, garder le repas pour être un moment privilégié pour échanger. Oui, pour essayer de parler aussi d'autres choses, quoi. Et bien sûr, il ne faut pas nourrir les conversations uniquement de cette horreur, quoi. Absolument. Et autre chose encore qui va peut-être étonner certains parents, mais les enfants étant saturés d'informations, il faut commencer par leur demander qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en comprennent, qu'est-ce qu'ils en retiennent. Et puis n'oubliez pas quand même que dès lundi, et même peut-être déjà aujourd'hui par téléphone pour les plus grands via Internet, les enfants ont été confrontés à leurs copains leur ont raconté un tas de choses qui sont justes ou qui sont totalement fausses. Donc c'est important aussi que les parents s'informent auprès de leurs enfants de ce que leurs copains racontent. Les échanges d'informations entre enfants, aujourd'hui, c'est un élément essentiel d'information pour eux. Il ne faut pas que les parents perdent la main, il faut que les parents parlent avec leurs enfants de ce qu'ils comprennent, de ce que leurs copains ont compris et établissent le dialogue. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui peuvent se dire, bon, on va éviter d'en parler, mais il faut qu'ils sachent que, évidemment, les enfants sont au courant d'une manière ou d'une autre, à la fois par l'ensemble en fait des médias, des réseaux, et puis leurs copains, ce que vous dites, quoi. Quand on est parent, ne pas parler avec ses enfants de la manière dont ils vivent de tels événements, c'est laisser la liberté à beaucoup d'autres, plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins bien informés, de nouer le dialogue avec eux. L'interprétation, oui, bien sûr. Et éventuellement, pour les plus grands, que certains d'entre nos enfants reçoivent des informations erronées. Voilà, on a beaucoup parlé des thèses complotistes après les attentats de Charlie Hebdo. On peut penser qu'il va y avoir aussi des thèses complotistes qui vont apparaître là. Donc c'est important d'établir le dialogue dès maintenant, de ne pas attendre. Alors d'autant plus que nos enfants aujourd'hui, ils seront des adultes demain, et que c'est très important de leur montrer que nous sommes dans une culture démocratique où on parle des choses, où chacun donne son opinion, on lève le doigt s'il le faut, de manière à ne pas couper la parole à l'autre, on échange, et c'est quand même les valeurs de la démocratie là qu'on défend, même si en plus c'est évidemment une bonne éducation familiale. Alors parler, avoir du dialogue pour les personnes qui ne sont pas directement liées à ces attentats et pour les personnes directement liées à cette horreur, ces scènes effectivement de carnage. Il y a à la fois les victimes et les proches. Christophe Prudhomme, vous êtes en ligne avec nous, médecin urgentiste du SAMU 93, porte-parole d'ailleurs de l'association des médecins urgentistes. Vous parlez vous-même aussi avec des victimes, des blessés et puis des proches ? Ah oui, dès l'événement, nous avons ce qu'on appelle les impliqués qui sont présents autour de l'événement, qui ne sont pas blessés physiquement, mais qui dans un premier temps sont sidérés. Ils savent pas trop ce qui se passe, ils tournent un petit peu en rond et il faut s'occuper d'eux, il faut les mettre dans un environnement adapté et puis parler avec eux dès l'événement. Oui. Et il va y avoir une longue prise en charge dès la fin de nuit. Nous avons vu, en particulier à l'hôpital de Saint-Denis, des gens qui étaient autour du Stade de France qui se sont présentés au service d'urgence. Donc nous avons mis en place la cellule d'urgence médico-psychologique. Qui n'étaient pas blessés en tant que tels, quoi, mais atteints psychologiquement, quoi. Ils n'étaient pas blessés, mais vous savez, on parle de traumatisme. On parle de traumatisme psychologique. C'est un véritable traumatisme qui peut avoir des conséquences très très graves et là qui va toucher des milliers de personnes entre les proches des victimes, les gens qui étaient présents sur le terrain, une partie des soignants. Il va y avoir plusieurs milliers de personnes là à prendre en charge. Alors on en parlera sûrement moins parce qu'on sera à distance de l'événement.
Ce sont des milliers de personnes qui vont nécessiter une prise en charge qui va devoir être coordonnée entre des spécialistes, les psychologues, les psychiatres, leurs médecins traitants, pendant des semaines, des mois, voire des années. Oui. Donc, il faut vraiment prendre en compte cette dimension qui est très importante. Et notre inquiétude, c'est de savoir si on aura assez de personnel formé à la prise en charge de ces psychotraumatismes pour qu'on puisse effectivement répondre aux besoins. Oui, est-ce qu'on a les moyens, justement, Serge Tisseron? Est-ce qu'on est bien équipé? Est-ce qu'on a suffisamment de personnel dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux? Ah ben, j'espère, mais il ne faut pas non plus oublier que les réseaux sociaux aujourd'hui jouent un rôle important. On sait que dans beaucoup de situations, les réseaux sociaux permettent à des gens qui ne se connaissaient pas d'échanger des informations utiles, pas seulement en parler de leur traumatisme, mais aussi parler de la manière dont ils le gèrent. Et à cette occasion-là, je voudrais quand même signaler qu'il existe un site internet créé avec l'aide du ministère de l'écologie, du développement durable et énergie, qui s'appelle mémoiredescatastrophes.org. Et c'est un site qui est également dédié aux victimes ou aux témoins d'actes terroristes, un site sur lequel il est possible de témoigner, comme on le ferait avec des proches, mais de témoigner publiquement. Et ce témoignage, encore une fois, peut servir à d'autres. L'idée, c'est que nous rentrons quand même dans une période de l'histoire que nous n'avons pas connue, et la mémoire des événements du passé et des événements présents actuellement va nous devenir extrêmement importante pour gérer les problèmes du futur. Oui, il faut bien utiliser d'ailleurs Internet et l'ensemble des réseaux sociaux parce que on le sait, les écrans, c'est source aussi de stress évidemment. On n'arrive pas à s'échapper en fait de choses qui sont assez difficiles et donc il faut les utiliser à bon escient. Il faut bien choisir les sites sur lesquels on va. Il faut bien avoir conscience que Internet est une machine à générer du stress pour beaucoup de gens parce qu'on y trouve des informations très morcelées, peu référencées et on risque de visionner beaucoup de choses finalement qui feront qu'augmenter notre angoisse. C'est pour ça qu'il est très important de savoir qu'il existe des espaces de témoignages sécurisés et mémoiredescatastrophes.org en est un. Voilà, donc méfions-nous des vidéos, méfions-nous d'Internet, mais encore une fois, nos adolescents y vont et l'important aussi, c'est de les mettre en garde en leur disant, ben voilà, tout ce qu'on trouve sur Internet, il ne faut pas forcément le croire, il peut y avoir des vidéos bidonnées, et puis faites attention à ce que vous y mettez, voilà, ça peut rester toujours, ça peut tomber dans le... Bon, c'est évidemment dans le domaine public, mais donc parler avec les enfants de ce qu'ils voient à la télé pour les plus petits, c'est leur principale source d'information, de ce qu'ils voient sur les réseaux quand ils sont plus grands. Je me réjouis du fait que le ministre de l'Éducation nationale ait donné des consignes aux enseignants pour prendre du temps pour parler de tout ça, c'est absolument essentiel. Un dernier mot, Serge Tisseron, quel conseil vous pourriez donner aux familles cet après-midi? Donc en parler et puis essayer de passer à autre chose. Alors commencez à en parler entre eux. Il faut éviter qu'un adulte bouleversé par ce qui s'est passé prenne un enfant comme premier témoin de ce qu'il éprouve, parce que l'adulte inondé d'émotions va communiquer ses émotions à son enfant. Les enfants sont comme des éponges vis-à-vis des émotions de leurs parents. Donc si des adultes se sentent trop malmenés par ce qui est arrivé, ils commencent par téléphoner à un proche, à un ami, voilà, à leur papa, à leur maman. Pour évacuer. De manière à prendre du recul, pouvoir parler des choses avec des émotions plus adaptées. Vous savez, c'est notre capacité à pouvoir parler de ces événements avec recul qui va permettre à nos enfants demain de vivre, hélas quand même, des événements semblables, il faut s'y attendre, avec du recul. Donc vous voyez, c'est pas seulement gérer la crise dans l'instant, c'est préparer l'avenir. Et la meilleure façon de le faire, encore une fois, c'est de parler entre adultes avant de parler à nos enfants. Merci Serge Tisseron, pédopsychiatre, auteur du livre 3, 6, 9, 12. Apprenons les écrans aux enfants aux éditions Arès, et puis Christophe Prudhomme, donc médecin urgentiste du SAMU 93.